Alors, bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, on va parler du cubisme dans un sens assez large et on va se rattacher un petit peu aux choses que nous avons vues précédemment. Donc, on s'était arrêté à l'expressionnisme, en particulier on avait vu de près les fauvismes en France et la Die Brucke en Allemagne. Et comme je ne vais pas refaire les discours par rapport aux avant-gardes, mais comme je vous ai déjà rappelé plusieurs fois, dans cette période, toutes les choses se passent pratiquement au même moment. C'est ça qui est un petit peu complexe et donc il y a des influences qui se croisent dans ces différents mouvements ainsi dénommés. Alors, évidemment, quand on parle de cubisme, je pense tout le monde a en tête Pablo Picasso. On sait bien que je ne vais pas vous faire un cours vraiment spécifique sur lui, bien qu'on va quand même parler pas mal de son travail, parce que je pense que c'est un artiste sur lequel vous pouvez, déjà, vous connaissez pas mal de choses, et en plus, vous pouvez trouver énormément partout aussi sur Internet, etc. Donc, peut-être vous savez, parce qu'il y a eu des films aussi, que Picasso n'a pas été qu'un peintre cubiste, ça fait que partie c'est qu'une petite partie au final de sa recherche et qui a traversé ces périodes dominées bleu, rose, etc. Et ensuite ici je l'ai pas mis parce qu'on va en parler par la suite. Il a bien entendu fait partie également à sa manière à lui du mouvement du surréalisme et puis aussi il a développé une sorte de synthèse d'un peu de différents parcours qu'il a pu avoir. Alors, pendant ces premières périodes, cet artiste, donc pendant la période bleue, rose, etc., c'est un artiste qui ne va pas spécialement remettre en question le style académique. C'est le fils d'un professeur de peinture. Il a donc apparemment des capacités techniques assez extraordinaires déjà depuis l'enfance. Et ce qui caractérise ces périodes qu'on appelle bleu et rose, c'est vraiment un travail quasi monochromatique sur ces teintes qui sont assez, pas opposées, mais en quelque sorte qui peuvent dégager des sentiments assez contrastants. Donc d'un côté, une période bleue qui a une caractéristique un peu liée à une tristesse, à une malinconie et qui est associée à la mort d'un cher ami de Picasso. Et la période rose où on voit par contre apparaître des motifs un peu plus joyeux et liés notamment aussi au carnaval, les arlequins, etc. Et nous avons cette phase appelée le cubisme qui voit Picasso travailler en étroit lien avec Georges Braque et au point qu'on ne peut pas vraiment définir une paternité du cubisme à Pablo Picasso non plus. Alors, généralement, lorsque l'on parle, donc ici, voilà, je vous ai repris cette citation qui est très célèbre, vrai ou pas vrai, de Picasso, qui dit, quand j'étais un enfant, j'ai dessiné comme Raphaël, mais il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. Et donc, effectivement, si on regarde ces premiers tableaux, qu'ici, je vous ai pas mis, je vous invite éventuellement à chercher si ça vous intéresse, on peut voir que ce n'est pas, disons que les personnes qui ne connaissent pas forcément l'histoire de l'art et qui ne sont pas forcément intéressées à son travail pourraient se dire, typiquement pour un travail de Picasso assez célèbre, mais cette peinture, je peux la faire aussi. Alors que il y a vraiment un processus qui est quand même assez complexe s'il peut échapper au premier regard lorsque on s'y attarde un peu plus et les personnes qui ont une pratique, une sensibilité par rapport vraiment à la technique, ils peuvent se rendre compte que ce n'est pas vraiment si anodin de peindre comme ça. Et donc, lui, il se détache de cette peinture académique et de toute évidence, il maîtrisait. Alors, j'irais pas dire qu'il peignait comme Raphaël, mais effectivement, il avait des capacités quand même assez surprenantes déjà depuis qu'il était enfant. Alors, en général, le cubisme, il est rattaché, donc le début de ce qu'on appelle le cubisme, il est rattaché à ce tableau assez célèbre qui s'appelle Les Demoiselles d'Avignon, datant entre 1906 et 1909. La date n'est pas tout à fait exacte parce qu'il paraît que ce tableau, Picasso l'a gardé dans son atelier pendant un moment et donc il n'a pas été rendu public immédiatement. Et dans ce tableau, qui peut-être peut nous rappeler déjà des choses que nous avons vues lors du cours précédent sur l'expressionnisme, certaines
forme, il y a une véritable rupture par rapport à ce que Picasso pouvait produire auparavant. Mais nous ne sommes pas encore tout à fait dans une recherche cubiste pure, on va dire. Alors, on a la chance quand même par rapport à ces tableaux d'avoir un dessin préparatoire, euh, un croquis, voilà, que je vous montre ici. C'est toujours intéressant quand on a ce genre de documents parce que ça nous permet de comprendre le développement de l'œuvre et quel choix l'artiste a fait pour accentuer ou réduire certains effets et certaines réflexions par rapport au thème proposé. Donc évidemment, ces demoiselles d'Avignon, ben, je pense que là, dans les cours qu'on a eu, on l'a déjà vu plusieurs fois. De quoi il s'agit? Ben, c'est des femmes nues à l'intérieur de quoi? D'un bordel. Donc, on est dans une thématique que nous avons affrontée déjà à plusieurs reprises. Alors, dans cette étude préparatoire, on voit donc ces 5 femmes nues dont certaines positions sont gardées dans la version finale. Et dans les titres donc de cette croquis de 1906, Picasso, il dit les demoiselles d'Avignon avec marin et étudiant. Et on voit ces deux figures masculines, une et deux, je ne sais pas très bien dire, je pense que ça c'est les marins, celui qui se trouve ici, alors que celui au centre c'est l'étudiant. Et peu importe, on a un choix de la part de Picasso de retirer ces deux figures, de rapprocher ces figures féminines dans l'espace du spectateur. On a quelques éléments comme par exemple cette sorte de, peut-être c'est une pastèque ou du melon sur une table basse, donc une sorte de nature morte et une table qui se trouve ici. Et donc il y a plusieurs choix qui sont faits par Picasso pour éliminer tout d'abord ces figures masculines qui sortent complètement de la représentation. On a, je déplace un petit peu comme ça, vous voyez. Donc on a cette sorte de nature morte avec ces melons ou pastèques qui arrivent du coup en premier plan, qui n'est plus au centre comme c'était dans le dessin, dans la version, disons, dans les croquis. Et on a tout un travail sur ces figures féminines qui devient très, comment dire, très à angle, très anguleuse, avec un regard qui fixe le spectateur et aussi un questionnement par rapport à la façon dont on verrait ces figures, dans le sens où on a par exemple, typiquement dans cette femme qui est accroupie, on a la tête qui regarde le spectateur alors que le corps est tourné dans l'autre sens. Donc, il y a clairement une déformation de ce qui devrait être une représentation réelle. Pareil pour cette figure ici où on a les jambes qui sont tournées dans un sens, les bustes un peu de trois quarts et la tête de profil, qui pourrait rappeler d'ailleurs des représentations égyptiennes ou de ce type-là. Alors, je pense, parce qu'on en a déjà parlé dans les cours sur l'expressionnisme, que vous pouvez voir assez rapidement un certain lien avec les masques africains et en tout cas cette inspiration aux arts dits primitifs. Vous savez bien que je n'apprécie pas spécialement ces définitions, mais que on la reprend pour juste par praticité, on va dire, et on peut effectivement reconnaître en particulier dans ces deux figures féminines, vraiment ces formes qui nous rappellent cette recherche de Picasso sur ces arts primitifs. Évidemment, la raison pour laquelle j'expliquais que je n'aime pas ces termes, c'est parce qu'il y a quand même une partie d'appropriation culturelle de la part de certains artistes de l'époque qui se fascinent pour ces reproductions de masques, etc. Principalement parce qu'évidemment, elle voit les jours dans les musées aussi à Paris, etc. Et donc, elle devient de plus en plus des objets à la mode à l'époque. Mais aussi parce que dans la recherche de ces artistes, ces masques finalement sont des simplifications très fortes de traits de visage. Et donc, ça s'inscrit très bien dans la recherche qu'ils sont en train de mener. Alors, ce n'est pas la première fois en histoire de l'art qu'on voit des noms féminins, qu'on parle des prostituées, on en a vu quand même pas mal. Je vous ai repris, j'avance un petit peu,
je vous ai repris en termes iconographiques un petit peu certains tableaux que nous avons vus. Alors, à part celui des Ingres, je pense que je vous l'avais pas montré, donc c'est les bains turcs, c'est un tableau assez célèbre. On a bien sûr le déjeuner sur l'herbe de Manet. On a évidemment les grandes baigneuses de Cézanne, qu'on se rapproche évidemment des dates du tableau de Picasso, et on a le bonheur de vivre de Matisse, où là on est plutôt dans des nus en plein air, et là on est plutôt dans un nu dans un espace clos. Alors, dans ces choix que Picasso fait, on peut reconnaître, donc en termes de représentation, comment dire, de figuration, on peut reconnaître que ces femmes semblent être dans un intérieur qui est délimité par ces sortes de rideaux qui sont dessinés ici et ici, qui s'ouvrent. Elles regardent les spectateurs avec quelques problèmes aussi de perspective, dans le sens où on a le nez qui va dans un sens alors qu'on voit les visages de face, donc il y a quand même des choses qui ne correspondent pas. Un premier travail sur le volume, on le voit ici dans la poitrine de cette femme qui se rapproche de la recherche cubiste. Et on a du coup un lien direct, peut-être plus important que dans d'autres œuvres que je viens tout rapidement vous montrer, avec les spectateurs. Donc ici, les rapprochements de ces figures vers les spectateurs est différent par rapport à des iconographies précédentes, aussi par rapport au dessin préparatoire que je vous ai montré. On avait quand même une distance qui était établie. Si on regarde ces autres œuvres, là aussi, à chaque fois, on a quand même une certaine distance qui est mise en place entre nous, spectateurs, et l'œuvre. Alors que dans Les Demoiselles d'Avignon, il y a bien sûr plusieurs recherches qui sont nouvelles à l'époque. Cette recherche liée au masque africain, ces recherches des formes très angulaires, ces aplats de couleurs. On est vraiment contre tout côté académique, main gigantesque, profil, corps de trois quarts, perspective qui est complètement remise en discussion. Mais il y a aussi ce rapport vraiment de distance avec les spectateurs qui est peut-être la chose qui est la plus différente et la plus frappante par rapport à des propositions anciennes. Et le fait d'exclure finalement ces figures masculines nous fait, nous, devenir ces figures un peu plus comme ça pouvait être dans la version des Ingres, où nous sommes ici quelque part en train d'espionner un petit peu cette scène. On a moins ça dans l'œuvre de Matisse ou dans l'œuvre de Cézanne, où en plus, en étant à l'extérieur, il y a ce côté qui est plus lié à un paysage d'Arcadia, un paysage un peu idyllique, etc. Et on a bien sûr quand même des choses qui sont reprises, notamment chez Matisse, comme par exemple ici la position de cette femme avec les bras derrière la tête. Et donc aussi ce traitement de la ligne et des aplats de couleurs, mais chez Matisse tout est plus rond et plus doux et plus rond, alors que chez cette proposition de Picasso, il y a une certaine violence. D'ailleurs, ce tableau, il n'est pas très bien accueilli à l'époque. Et c'est de là que vient justement l'origine de ce nom cubisme, qui est donc utilisé dans plusieurs contextes. Ce n'est pas la première fois qu'on voit que finalement les noms d'un mouvement viennent à l'origine d'une critique. On a déjà vu ça plusieurs fois, que ce soit avec les impressionnistes, avec les fauvismes, etc. Et donc en 1907, Wilhelm Hund, qui était marchand d'art, il nous explique que le néologisme a été inventé par Max Jacob. Et celui-ci avait participé en gros à des soirées qui étaient organisées entre Picasso, Apollinaire, Marie Laurencin, etc. et des mathématiciens, et avait sorti ce terme de cubisme. Ensuite, ce terme, il a été réutilisé par Matisse, qui qualifie de cubistes les tableaux de Georges Braque que je vais vous montrer dans un instant. Et cette idée a ensuite été reprise par Louis Vaucel, qui décrit ces demeures géométriques comme des petits cubes. Je vous rappelle que Louis Vaucel, qui est un critique d'art, c'est celui qui a également donné le nom des fauvismes aux fauvistes en décrivant leur exposition.